La rôdeuse de la mer et du feu. Chapitre 21. Lilou. Au petit matin, Vindicael, accompagné de Frektar, m'escorte jusqu'aux portes de la ville, avec Arrakis, Eridan et Splinter. Personne ne parle. Des cernes habillent les yeux fatigués de mon père, et ses traits sont tirés. Il a le regard droit, mais vide. Posé sur le bout de la place que l'on traverse, le paladin semble absorbé dans de sombres pensées. Arrakis est silencieuse également, transportant nonchalamment sur son dos, enfin, plus sur son céphalothorax, le marguet rouge. Splinter a revêtu une pèlerine plus courte que d'habitude, couleur olive, mais n'a retiré aucune de ses bagues ou de ses colliers. Eridan, quant à lui, paraît aussi morose et morne que mon père. Son visage est sévère, et ses cheveux blonds sont noués en catogan, comme la plupart de ceux des guerriers. Il porte un plastron de plate qui lui couvre le haut du torse au-dessus d'une chemise de maille, tenue à la taille par une ample ceinture noire. Sur ses épaules, il arbore une cape de voyageur en laine, assez grande pour servir de couverture, d'un brun délavé. Ses bras sont protégés par des brassards de plaques. Il a un pantalon de cuir, des jambières épaisses et une paire de lourdes bottes fourrées. À sa ceinture pend le fourreau de son épée, ainsi que celui d'une dague, et il a une large sacoche au niveau des reins. Son bouclier de fer est accroché sur son sac à dos, qui paraît plutôt pesant et bien rempli. Il semble donc prêt à affronter un long voyage, et malgré son équipement modeste, il présente la carrure d'un soldat aguerri. Durant notre avancée, je perçois le regard de mon père qui se pose sur moi puis se détourne aussitôt. Son visage fermé ne me laisse pas voir ses émotions, mais je l'ai rarement vu comme cela. Je sais qu'il se fait du souci pour moi, mais à mes yeux, cette mission n'est pas plus dangereuse que la traversée des marées noires ou l'exploration des grottes de Kalt. Soit il nous fait une crise de la cinquantaine en retard, avec la nuit de sang d'avant-hier, soit il sait des choses qu'il m'a tues. Et s'il me les a cachées, pourquoi? Mon paternel s'arrête devant moi et je manque de lui rentrer dedans. Nous sommes arrivés à la grande porte qui donne sur le pont de gare. En face de cette dernière, déjà ouverte, se trouve Anaria et la clairesse de l'eau. Les longs cheveux blancs et brillants d'Okami sont tressés et nattés. Elle est coiffée d'un bandeau beige et un châle de même teinte enveloppe ses épaules. Son buste est drapé d'un linge azuré qui lui couvre la poitrine et qui est fermé par des bretelles en argent. Au-dessous, j'aperçois une bande pectorale semblable à la mienne, et semblable à celle de toutes les aventurières qui se respectent, je pense. Dans le creux de son décolleté apparaît un collier serti d'une gemme bleue, symbole des mages de l'eau. Le ventre nu, une lanière de tissu de qualité lui ceinture la taille, maintenue par une sangle de cuir étroite sur laquelle sont attachées de petites sacoches. Elle porte des bottes lacées sur des collants qui lui montent jusqu'aux genoux. Sur les bras, des brassards en laine fine et beige partent des poignets et s'élèvent jusqu'au coude, se terminant par un renfort de cuir protégeant l'articulation. Enfin, sur le dos, la séraphin arbore un petit sac de toile entre sa paire d'ailes aux plumes aussi blanches que le givre d'un matin d'hiver. Sa tenue est légère, voire même un peu trop à mon goût, mais les séraphins ne s'habillent jamais vraiment beaucoup. Ils ne craignent pas le froid. Cependant, elle lui va parfaitement bien, et met en valeur tous ses atouts, et la rend terriblement attirante. « Messieurs, commence Anaria à l'adresse des hommes du groupe. Mesdames, conclut-elle en s'inclinant doucement devant ma sœur et moi. Okami reste silencieuse et nous accueille d'un simple hochement de tête courtois. Mesdames, répond mon père. Les deux maîtres de guilde se lancent dans une discussion discrète, tandis que Frektar me désigne 3 chevaux alezans brûlés, attachés à une barrière du poste de garde. Je le suis, et pose ma main sur le museau du premier. La voix du Goliath nous les présente. Voici Harod, Arsuf et Arfal. Ce sont des Andalous, originaires des Andals, au nord de Massilia, que nous vous prêtons jusqu'à Lasloria. Il s'adresse à Eridan, qui m'a suivi, et qui a lui aussi commencé un tour de l'animal. Il acquiesce de la tête. Merci, Frektar.
Ce sont de belles bêtes que vous nous confiez. » Le patrouilleur semble ravi du compliment, même si les membres de son espèce utilisent plus les aînés raptors comme monture, considérés comme plus robustes et ayant un tempérament plus agressif. « Vous devrez les remettre à ma sœur ou à mon frère, une fois à destination, » reprend l'homme de la terre. « Bonne chance à vous, que Quetzal guide vos pas. » Vu la gueule de mon père et la tête d'enterrement de ma frangine, j'ai bien peur qu'il nous faille bien plus que Quetzal pour nous guider dans le merdier qui s'annonce. Après ces pensées à la sauce Arrakis, le phénix nous appelle, nous réexplique brièvement nos objectifs, comme s'il ne l'avait pas déjà suffisamment fait, et nous enfourchons nos montures. Le maître des aurores s'approche de moi, pose sa main sur ma cuisse et me murmure. « Fais attention à toi. Reviens d'un seul morceau. » « J'y compte bien, papa, rassure-toi. » Je lui réponds avec un grand sourire, mais celui qui m'affiche me paraît empreint de tristesse et d'angoisse. « Je t'aime, » me chuchote-t-il, avant d'aller se placer près de la mage phénix. Je me retourne et mets la ville dans mon dos. Prenant une longue inspiration, je lance mon cheval qui fait le premier pas de notre périlleux périple, en espérant de tout mon cœur que mes compagnons tiennent le coup. Une sombre émotion m'emplit tout à coup, et j'ai la cruelle sensation que nous n'allons pas tous rentrer sains et saufs. Un voile sinistre m'obscurcit la vue, comme un funeste présage. Je revois Silic, seul, qui m'éclaire de sa lumière rouge terrifiante et m'enveloppe dans une brume glaciale qui m'étreint le cœur. Je serre les poings sur mes rênes. Arrakis se flanque à mes côtés et me sourit voracement, comme à son habitude. Je lui rends sa risette provocatrice et la noirceur qui vient d'envahir mon corps s'évanouit aussi soudainement qu'elle était arrivée. « Allez, en route !» s'exclame la tarancasse de sa voix grondante en s'élançant sur le pont. La première partie du voyage va être rapide. Nous allons rejoindre Laslorien, une petite ville à l'ouest de Masqueria, dernier bastion kyrien avant les terres sauvages de l'ouest et grand carrefour commercial entre le mi-temps et le sud. Elle est située à un peu plus de 270 km, ce qui représente environ 5 jours de cheval. C'est un chemin sûr. La route est pavée et nous permettra d'avancer à bon rythme, tandis que les aubergerestes nous offriront de quoi nous reposer et manger chaud une fois la nuit tombée. Durant cette première journée de marche, nous rencontrons nombre de marchands allant ou venant de Laslorien. Je repère rapidement l'endroit où, l'avant-veille, nous avions combattu les Séraphins, et leurs cadavres, ainsi que toutes leurs affaires, ont disparu. Les charognards ont donc bien fait leur boulot, aussi bien les créatures qui ont dévoré les corps que les fossoyeurs qui ont, eux, récupéré tout ce qui avait un tant soit peu de valeur. Aucune émotion particulière ne m'habite à cet instant. Il y a bien longtemps que je ne me soucie plus des raclures qui ne méritent pas de vivre. « Alors comme cela, vous êtes une spécialiste de l'Ouest ?» me demande Camille en plaçant sa monture à ma hauteur. Sa voix est douce et teintée de l'accent du Sud. « Spécialiste, c'est un bien grand mot. Disons que j'y ai survécu assez pour commencer à comprendre la région. » Elle rit. « Voilà qui est rassurant. Ne vous fiez pas trop à moi. L'Ouest a une fâcheuse tendance à changer ses règles quand on s'y attend le moins. » Elle me sourit. La Séraphin est décidément très belle, et confirme sans difficulté les rumeurs qui clament que les femmes oiseaux ont l'aura et la prestance d'une reine. Même si les autres filles d'Aurore éternelle sont très jolies aussi, comme Lilia ou Neia, pour ne citer qu'elles, Okami les éclipse, sans effort. « Lélo !» me hèle Arrakis. Je m'aperçois avec horreur que j'avais bloqué mes prunelles sur la mage. Je me détache d'elle et m'approche de l'araignée, en sentant mes joues s'empourprer. « Oui ?»« Non, rien. Je voulais juste que t'évites de tomber dans les pommes à force de tes mains à la piaffe. » Elle se retourne vers moi et me fait son plus beau sourire carnassier. Je plisse les yeux. « Poussinette, parfois je te déteste. » À ces mots, elle montre aussitôt les crocs, me crache une injure pas piquée des vers et disparaît aussi sec dans les frondaisons des arbres. J'imagine que je ne la reverrai pas avant la fin de la journée. Et bizarrement, cette pensée ne m'attriste pas le moins du monde. « Votre sœur a l'air d'avoir un sacré caractère, dites-moi. » Rit Okami, amusée, en revenant à mes côtés. Je reprends conscience de la clairesse, et prie de tout mon cœur qu'elle ne m'ait pas vu en train de la regarder comme une ado en chaleur. Je lui réponds d'une voix que j'espère rassurée et détachée. En effet, et c'est le moins que l'on puisse dire. La matinée se déroule alors lentement, au rythme des sabots sur la chaussée, et lorsque la mer Soleil est au point d'atteindre son zénith, nous nous arrêtons pour manger. Encyclopédie des savoirs anciens.
Le sneaker. Le pain des voyageurs. Voyager sur Tella, hors des sentiers battus, demeure périlleux. Outre la force nécessaire pour entreprendre de longs voyages à pied, il faut également savoir chasser et fourrager pour ne pas mourir de faim. Pour ceux qui ne sont pas doués pour cela, les Goliaths ont créé le sneaker, une petite galette de farine de blé et de miel qui tient leur nom des sneers, les énormes abeilles élevées par les myrmes, puis par les géants. Peuple parcourant autrefois les vastes plaines de Tella, les géants avaient besoin d'une nourriture à la fois nutritive, légère et capable de résister aux rigueurs de leur long périple. C'est ainsi qu'ils développèrent ces galettes de miel de Snir, ces imposantes abeilles que les femmes fourmis, dans leur sagesse ancestrale, avaient apprivoisées et que les géants ont adoptées par la suite. Si les myrmes ont aujourd'hui disparu, leur héritage perdure. Les Snirs sont toujours élevés par les descendants des géants, les hommes de la terre de la vallée du Parthe, qui perpétuent cet art délicat. Ces galettes, communément appelées pains des voyageurs, ont la particularité de ne pas s'émietter et de se conserver très longtemps. Avec le temps, elles peuvent durcir, mais peuvent tout de même être consommées, trempées dans une boisson chaude ou une infusion. Une demi-galette permet l'équivalent nutritionnel d'un repas. Pour les érudits ou les aventuriers débrouillards, voici la méthode traditionnelle de préparation des sneakers. Ingrédients pour 24 galettes. Une grande tasse de farine de blé complet, une tasse de sucre roux, une cuillère de levure, 2 cuillères de miel, une pincée de sel, 2 œufs de poule, quelques pincées d'amandes, de cacahuètes ou de noisettes concassées, 3 cuillères d'huile végétale. Préparation. Mélanger farine, sucre, miel, levure et sel. Battre les œufs et l'huile. Ajouter le mélange liquide au mélange sec et bien brasser afin d'obtenir une pâte lisse. Incorporer les amandes ou leur remplacement en pétrissant la pâte. Diviser la pâte en 6 portions et façonner fermement en forme de rouleau large comme une demi-main. Cuire les rouleaux environ une demi-heure ou jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Lorsqu'ils sont encore chauds, les couper en tranches. Laisser refroidir sur une grille. Par Sir Daredon, maître du savoir de Massilia.